Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Le baccalauréat a commencé la semaine dernière à vos copies du 11, 12 et 13 mai avec, dans un premier temps, le passage des matières de spécialité. Rendez-vous ensuite dans un deuxième temps du baccalauréat, dans la deuxième quinzaine de juin, pour les épreuves cette fois-ci de philosophie, de français et le fameux grand oral. Et puis Jean-Michel Blanquer lui aussi a passé un grand oral face à Apolline de Malherbe. C'était vendredi dernier. Résultat des comptes, le ministre de l'Éducation s'octroie la note de 10 sur 10. Je vous propose de l'écouter, Jean-Michel Blanquer, qui était sur BFM, donc vendredi 13 mai. C'est la grande force de cette réforme que de permettre aux élèves d'avoir beaucoup plus de choix que les générations précédentes. Et puisqu'ils ont eu beaucoup plus de choix, ils ont eu beaucoup plus à approfondir parce que les programmes sont plus exigeants. Le message, c'était tu choisis ce que tu aimes, et si tu choisis ce que tu aimes, alors tu vas le travailler davantage. Et le programme est donc plus exigeant, va plus loin, plus d'heures, etc. Et donc c'est ce qui fait que j'invite chacun à lire les sujets, parce que parfois on dit oui, le baccalauréat est galvaudé. Je considère que ça n'est pas le cas, que chacun lise les sujets, essaye de les faire d'ailleurs. Les niveaux, bien sûr, le niveau n'est pas abaissé. Mais pas du tout. Regarde, encore une fois, chacun peut Je vérifier. regarderai attentivement et chacun peut les trouver, j'imagine, sur Internet. Je voudrais vraiment combattre certaines idées un peu reçues. C'est au contraire de l'exigence. Et toute la réforme qui, évidemment, s'inscrit dans la durée, c'est de justement rehausser le niveau, tout en rehaussant aussi le plaisir d'apprendre et de travailler de nos élèves. Voilà le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui finalement s'octroie visiblement un beau 10 sur 10, comme il le suggère à Apolline de Malherbe. Cette réforme du baccalauréat, donc la réforme Blanquer qui porte son nom, est une réussite. Le niveau d'exigence a été rehaussé. Le baccalauréat n'est pas galvaudé. Alors moi, je propose de poser cette question à nos deux professeurs, nos deux jurys à nous, pour renoter cette réforme du baccalauréat et puis plus largement nous faire un état des lieux du baccalauréat aujourd'hui. Nous sommes donc avec René Chiche. Bonjour. Bonjour Clémence. Vous êtes vice-président du syndicat Action et Démocratie, professeur agrégé de philosophie et membre du Conseil supérieur de l'éducation, auteur de ce livre « La désinstruction nationale » aux éditions Ovadia. Et nous sommes également avec Jean-Paul Briguelli. Bonjour Jean-Paul Briguelli. Bonjour. Vous êtes normalien, agrégé de lettres, vous avez enseigné au collège, au lycée, puis en classe préparatoire, et vous êtes auteur, vous, de La fabrique du crétin, vers l'apocalypse scolaire. Donc entre la désinstruction nationale et la fabrique du crétin, autant vous dire que nous sommes bien aujourd'hui. Je précise que votre édition, c'est l'édition de La fabrique du crétin, c'est l'Archipel. Alors, je vous propose à tous les deux, tout d'abord, de commencer par donner une note à Jean-Michel Blanquer pour sa réforme du baccalauréat. René Chiche. Et donner une note à un ministre, pour moi, ça n'a pas de sens. Ce que je voudrais dire, en revanche, c'est que, vous voyez, là, vous avez cité l'intervention d'un ministre en face d'une journaliste qui n'avait absolument rien à lui répondre. Pendant 5 ans, Jean-Michel Blanquer a éludé la confrontation avec de véritables objections issues de personnes qui savent de quoi elles parlent. Je ne veux pas critiquer absolument les journalistes, mais enfin, ni Apolline de Malherbe, ni n'importe quel journaliste n'est capable de mettre l'accent sur les contradictions du ministre, contradictions à la fois internes et contradictions avec la réalité, parce que effectivement, quelqu'un qui se permet, comme il le fait, de dire que les élèves ont approuvé sa réforme, non, mais c'est quelqu'un avec lequel on ne peut pas commencer par discuter si on ne remet pas les choses un peu clairement à leur place à un moment donné. Mais là, ce que je dis, ça a une portée beaucoup plus générale. Il faut arrêter de dire n'importe quoi. On n'est pas là pour meubler l'espace. Il faut, à un moment donné, respecter le sens des mots. Les élèves n'ont pas à approuver une réforme. Je dirais même que personne n'a approuvé une réforme. Ça fait 40 ans qu'on fait des réformes dans l'éducation nationale qui n'ont jamais fait l'objet du moindre bilan. En fait, on réforme la réforme. Et là, on est arrivé en bout de course. Alors moi, vous me demandez de noter le ministre, j'ai absolument aucune raison de le faire. Il y a des choses qu'il a faites qui sont intéressantes, mais dans l'ensemble, il a été très décevant, très décevant.
Ouais. Alors, Jean-Paul Briguely, je me tourne vers vous concernant le bilan de la réforme du baccalauréat de Jean-Michel Blanquer. Après, évidemment, la question n'est pas de se focaliser sur Jean-Michel Blanquer et bien d'élargir sur l'état des lieux du baccalauréat, mais si vous voulez réagir notamment à cette interview sur BFM TV de Jean-Michel Blanquer, Jean-Paul Briguely. Écoutez, le baccalauréat, 95% de réussite en moyenne. À part en Corée du Nord, il n'y a aucun score identique dans une démocratie sérieuse. Pour vous donner une idée, dans les années, début des années 70, les scores du baccalauréat, c'était 65% de réussite concernant 28% d'une classe d'âge. Actuellement, c'est 95% de réussite concernant 85% d'une classe d'âge. Autrement dit, c'est totalement bradé et on brade pour un coût de 900 millions d'euros par an. Ça fait des années que je suggère de supprimer le bac, de le remplacer par un certificat de fin d'études qui serait octroyé à tous, en laissant Parcoursup, qui aura largement les moyens de le faire, comme on le fait d'ailleurs en BTS, en IUT, en prépa, etc., le soin de sélectionner les élèves sur leur livret scolaire. Ça permettra de prolonger l'année sérieusement jusqu'au mois de juin. Ça donnera un petit peu de boulot à mes collègues du supérieur qui, évidemment, sont des chercheurs surqualifiés qui, en général, n'ont pas de temps à perdre avec ce genre de choses. Et cela permettra, en quelque sorte, d'égaliser les chances. Effectivement. Bon, mais le bac ne sert rigoureusement plus à rien et la réforme de Jean-Michel Blanquer était probablement la plus mauvaise idée qu'il ait eue. Il fallait réformer, par exemple, le collège que Mme Vallaud-Belkacem avait totalement détruit. Il fallait effectivement mettre le paquet sur le primaire. Il fallait prendre le temps. C'était certainement pas par la tête, qui de toute façon est pourrie, qu'il fallait commencer. Oui. Alors, c'est intéressant ce que vous dites parce que, en effet, on se dit finalement, il y avait déjà beaucoup de choses à faire remonter sur les problématiques du baccalauréat qui ne vaut plus le baccalauréat des années 70, comme vous l'avez rappelé. Mais est-ce qu'il fallait commencer par réformer le baccalauréat ? En fait, c'était peut-être utopiste de la part de Jean-Michel Blanquer. Il fallait en effet peut-être commencer par revoir l'ensemble du fonctionnement de notre école aujourd'hui. Oui, seulement le problème, c'est que, c'est ce que j'explique dans mon livre, La fabrique du crétin, c'est que l'école, du point de vue des grands libéraux qui nous gouvernent, fonctionne au fond très bien. Elle fabrique 90% d'abrutis dont la jouissance est de manier leur télécommande vautrée sur un canapé en regardant le foot de Uber Eats et en bouffant les pizzas apportées par les livreurs Uber, qui sont leurs frères ou leurs copains, et 10% d'élites autoproclamées. C'est tout. L'école fonctionne très bien. Si elle fonctionnait mal, le système l'aurait réformé depuis très longtemps. Elle fait exactement ce pourquoi elle a été désignée dans les années 70 au moment de l'invention du collège unique, etc. Ce pourquoi elle a été mise au point par la réforme Jospin en 89, ce pourquoi elle a été identifiée par le protocole de Lisbonne en 2000. L'école est là pour fabriquer une masse non pensante le plus possible. J'en suis désolé pour René Chiche qui enseigne la philosophie et qui mais je vais répondre parce que pour objet de leur apprendre à penser. Alors, René Chiche, avant la pause de 8h, on a quelques minutes à vous accorder, René Chiche, pour réagir sur ces élèves qui peut-être apprennent ou n'apprennent plus à penser. Voilà. Oui. Avec Jean-Paul Briguely, on a des points communs et on a des constats qui sont communs, mais peut-être des divergences aussi importantes sur le diagnostic. La réalité du diagnostic, par exemple, moi je ne fais pas de procès d'intention et je n'attribue pas, je ne cherche pas à savoir si on en est là parce qu'on a voulu en arriver là et qu'on a tout fait pour en arriver là. Je ne suis pas non plus d'accord avec les solutions, c'est-à-dire que je pense qu'au contraire, le baccalauréat, il faut le préserver, mais on ne peut pas le préserver dans les conditions actuelles sans réfléchir à ce que
à ce que c'est que le lycée et à ce que sont finalement les voies qui préparent d'un côté à l'enseignement, à la poursuite d'études longues, supérieures longues, et d'autre part des voies qui sont professionnalisantes ou qui préparent à des études supérieures très courtes. C'est donc une réflexion d'ensemble qu'il faut mener, mais je pense qu'il faut garder quelque chose comme un rituel, et le baccalauréat, en ce sens-là, a des effets extrêmement importants dans le fonctionnement quotidien du lycée. Et la transformation du baccalauréat en certificat d'études, grâce au contrôle continu notamment, est une catastrophe. C'est une catastrophe parce que les notes ne veulent absolument plus rien dire, c'est-à-dire que ce n'est plus simplement au niveau de l'épreuve, parce que là nous sommes d'accord, les épreuves elles sont bidons et le niveau est catastrophique. Je surveillais les épreuves de spécialité la semaine dernière, et en ramassant les premières copies de l'épreuve, il y avait déjà sur les 5 premières copies qui m'étaient rendues, il y en avait 4 qui n'écrivaient pas, qui n'orthographiaient pas correctement le mot baccalauréat lui-même. D'accord. Le lendemain, deuxième épreuve, je préviens les élèves et je leur dis attention, et je leur raconte ce que j'ai observé la veille. Et vous savez ce qu'ils me répondent ? Ils me répondent les surveillants nous ont dit de mettre bac. Alors j'ai écarquillé les yeux en disant bac à sable, et pourquoi pas B comme pendant que vous y êtes. Donc effectivement, le niveau qu'on a atteint est extrêmement catastrophique, inquiétant, y compris pour l'élite, parce que contrairement à l'illusion qu'il y aurait d'un côté une masse inculte et puis de l'autre côté quelques élèves qui seraient favorisés, on le voit d'ailleurs au niveau de nos élites, le niveau s'effondre aussi. Alors ça c'est pas dans les mêmes, ça se présente pas exactement de la même façon. Mais moi, je pense que le vrai sujet, il n'est pas là, effectivement. Le vrai sujet, il est celui de la place de l'école et du savoir dans la société. Et ce que la société a fait ou a laissé faire dans ce domaine. Vous me parlez du baccalauréat, mais enfin, moi, je pensais qu'on allait surtout discuter de la crise de recrutement et des chiffres alarmants. Tout à fait, on va en parler. Je vous propose, René Chiche, d'en parler, parce qu'il est 8h pile sur Ligne Droite, et nous pourrons ouvrir en effet cette question du recrutement des professeurs, puisque le résultat des épreuves d'admissibilité ont été publiés mardi 10 mai, donc mardi dernier. On va revenir sur cette question également du recrutement des professeurs et des notes des professeurs dont Jean-Paul Brigoli également avait déjà parlé. Mais on fait un rapide point sur les informations. Il est désormais 8h01 sur Ligne Droite. Et pour aborder cette table ronde, nous sommes toujours avec René Chiche, vice-président du syndicat Action et Démocratie, professeur agrégé de philosophie, membre du Conseil supérieur de l'éducation et auteur de ce livre, La désinstruction nationale aux éditions Ovadia. Nous sommes également avec Jean-Paul Brigeli, normalien, agrégé de lettres, enseignant au collège, lycée puis en classe préparatoire et auteur de ce livre, La fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire aux éditions L'Archipel. Et nous commencions à aborder la question en effet du recrutement des professeurs, puisque les résultats des épreuves d'admissibilité du CAPES externe ont été publiés mardi dernier, et on a pu remarquer une chute flagrante du niveau des candidats, donc des futurs professeurs, ce qui peut laisser craindre une baisse de niveau général des élèves. Alors, cette question, je me tourne vers René Chiche, puisque vous commenciez à l'aborder. Oui, enfin, avant de dire que le niveau des recrutements baisse, il faut d'abord constater la désaffection qui est la première leçon de ces résultats, puisque vous avez moins d'admissibles. Les admissibles ne sont pas encore les admis, mais moins d'admissibles que de postes offerts. Et bientôt, on aura moins de candidats que de postes offerts. Alors, j'ai les chiffres, si vous souhaitez. 180 admissibles pour 219 postes à Paris, 521 admissibles pour 1079 postes à Créteil, 484 admissibles pour 1430 postes à Versailles. Alors voilà, parce que ça, ce sont les chiffres du résultat du concours de recrutement des professeurs des écoles. Il y a aussi le CAPES. Vous m'avez posé la question tout à l'heure, excusez-moi, j'ai un peu l'esprit de l'escalier. Quelle note vous metteriez à Jean-Michel Blanquer ? Moi, je ne veux pas le noter, je veux le traduire en justice. Mais il faut les juger, ces gens-là. Ça fait 40 ans qu'ils ont détruit, de façon absolument scandaleuse,
le joyau de la République, qui était l'école. Et une fois qu'ils l'ont fait, eh bien, ils coulent des jours heureux où ils vont faire des méfaits ailleurs, mais ils ne rendent jamais compte. Qui subit ces réformes? Premièrement, évidemment, les élèves et la société tout entière. Deuxièmement, les personnels. Là, on est arrivé au bout d'un cycle. Vous avez tellement détruit la fonction elle-même de professeur que, effectivement, pour continuer à faire ce métier, il faut être... soit il faut avoir une vocation. Vous parliez tout à l'heure des saints qui sont canonisés par... Je pense effectivement qu'aujourd'hui, un professeur est presque un saint. En tout cas, il devrait déjà être décoré simplement parce qu'il choisit ce métier. Mais je parle de ceux qui le choisissent pour de bonnes raisons. C'est-à-dire ceux qui ont encore une identité d'intellectuel. Et c'est ça qu'on a détruit. On a je viens d'apprendre que dans un établissement, on avait recruté un contractuel pour enseigner l'histoire géo. Vous savez quelle est sa formation? Le tourisme. Oui. En fait, on va mettre n'importe qui devant des élèves pour faire n'importe quoi. Et c'est ce qu'on a commencé à faire, y compris avec de vrais enseignants, depuis 40 ans, puisqu'on fait n'importe quoi. Il suffit de voir les manuels scolaires pour voir la chute complète de niveau. Donc là, il faut tout revoir. Il faut tout revoir, mais il faut juger les responsables, il faut dire les choses. Moi, je ne mâche pas mes mots. J'attends qu'on me fasse des procès. Pour l'instant, on me menace de procès, mais on n'en a pas encore fait. Je ne mâche pas mes mots. Et s'il le faut, écoutez-moi bien, je publierai un livre entier avec le résultat de ce que ces gens-là ont fait, c'est-à-dire avec uniquement des copies, celles que je lis. Parce que cela suffit. Je n'en ai donné qu'un extrait. Je pensais que cela provoquerait une réaction. Ça n'a pas suffi. Eh bien, je suis prêt à publier un livre entier avec ces copies pour qu'on se rende compte de ce qu'on fait de notre jeunesse et de l'état dans lequel on les laisse arriver en terminale et dans l'enseignement supérieur. C'est un véritable crime. C'est un crime. Mais est-ce que, René Chiche, je sais que tout à l'heure vous n'étiez pas d'accord avec Jean-Paul Briguely sur le fait que finalement, on crée finalement des idiots utiles parce qu'ils ne se révolteront pas face aux événements. Non, vous n'êtes pas d'accord. Non, ce sont des braves gens, les élèves. Il faut pas les accabler, il faut pas les caricaturer. Simplement, ils sont dénutris, malnutris, ce sont des affamés. On leur a pas donné ce qu'on leur doit. Je dirais ce qu'on leur doit et ce que nous-mêmes, de la génération précédente, nous avons dû. Oui. Et ça, c'est le vrai problème de la transmission, il est là. C'est qu'on n'est même pas capable d'assurer aux générations qui arrivent le minimum de ce que l'on a nous-mêmes reçu en héritage. Et évidemment, c'est une histoire ancienne, elle remonte à Platon, puisque dans le thème de la République de Platon, c'est précisément ça au début du premier livre. Mais je crois que là, on est arrivé à un niveau... Je ne mets pas la responsabilité d'ailleurs uniquement sur les ministres de l'Éducation nationale et la politique éducative. Il faut voir aussi le rôle extrêmement nocif des nouvelles technologies et en particulier des smartphones. C'est une véritable hécatombe et on ne le mesure pas encore assez, mais effectivement, ça détruit le cerveau. Moi, je vois en quelques années une modification énorme chez mes élèves, énorme. Et en particulier, ce qui est frappant, c'est que maintenant, quand je me déplace dans les couloirs, je ne vois plus des individus entre eux parler. Je les vois tous fascinés et en train de se shooter à la dopamine sur des écrans en regardant n'importe quoi. Et effectivement, là, l'école, elle a un rôle à jouer, mais en même temps, elle ne peut pas tout. Ouais. Alors, René, je vais me tourner vers Jean-Paul Briguely, mais seulement vous raconter entre-temps une rapide anecdote. En effet, je sors d'ici vers midi, donc du studio de Radio Courtoisie, et je passe devant plusieurs lycées, et c'est vrai que systématiquement, les élèves ne parlent plus à la sortie du lycée, mais sont tous, parfois, ils marchent ensemble côte à côte, épaule contre épaule, mais avec donc leur téléphone, même ils traversent en regardant leur téléphone, en écoutant, en ayant les écouteurs accrochés à leur téléphone. Donc voilà, une nouvelle génération, une forme de zombie qui peut en effet poser de vraies questions. Jean-Paul Briguely, alors si vous voulez réagir à tout ce qu'a dit René Chiche jusqu'à maintenant. Alors,
il y a plusieurs choses. D'un côté, sur la crise du recrutement. J'étais ce matin, avant d'être en direct avec vous, dans mon café préféré, le bar de la Marine, quai de Rive-Neuve à Marseille, et des usagers discutaient en disant « mais moi, je veux bien être prof, 4 mois de vacances, moins de 20 heures de travail par semaine. » Eh bien, écoutez, même avec 4 mois de vacances, ou 5, ou 6, ou 8, peu importe ce que la rumeur publique colporte maintenant, les gens ne veulent plus. Les gens ne veulent plus parce que c'est devenu un métier de chien, incroyablement mal payé, et où de surcroît, on est tellement mal formé que dès que l'on se retrouve face à les élèves, on est débordé. Deuxièmement, sur les élèves eux-mêmes. Oui, parce que peut-être qu'on est débordé aussi parce que les élèves ont changé, peut-être que les classes sont plus importantes ou alors que les élèves sont plus dissipés qu'avant aussi, non ? Non, je vous le dis, j'ai 45 ans d'expérience dans l'enseignement. On tient les classes par du savoir et ce n'est pas la caractéristique principale des enseignants qui ont été recrutés depuis 5 ou 10 ans. Voilà, pour avoir été moi-même à des jurys de concours, je peux vraiment vous l'affirmer. Alors une chose aussi, les élèves, je suis moins optimiste que René Chiche sur la question des élèves. Les élèves actuellement contestent tout ce que vous pouvez dire et croient en savoir absolument autant que le maître. C'est la caractéristique principale du connard. Le connard croit tout savoir. L'élève intelligent doute de tout, en quelque sorte. Alors, je suis désolé si, en sortant des locaux de Radio Courtoisie, pour les non-initiés, vous avez La Fontaine et Claude Bernard à votre porte. Les élèves sont effectivement accrochés à leur smartphone, mais il était essentiel qu'on leur vende des smartphones et pas du savoir. Voilà, c'est à ça que ça a rimé depuis une quarantaine d'années, cette dégradation de l'enseignement. Et j'en veux terriblement, à la fois aux pédagogues qui ont vu un champ de manœuvre extraordinaire pour leur théorie fumeuse, et de notre côté à certains syndicats, et là je ne vise pas Action et Démocratie, qui a toujours fait son possible, certains syndicats qui, sur l'ère des lampions, demandent des postes, c'est-à-dire du quantitatif, sans se soucier du fait que c'est au niveau du qualitatif que ça dérape, et depuis longtemps. C'est-à-dire que les enseignants qui sont en place, ceux qui ont, disons, moins de 35 ans actuellement, sont dans un état déliquescent face à des élèves effectivement revendicatifs que 2 ans de confinement n'ont pas amélioré, à tout point de vue, qui sont en état de ascolarité presque totale. Et ce n'est pas ainsi qu'on va remettre les choses en place. D'ailleurs, je vais pousser le raisonnement jusqu'à l'absurde. On va prendre René Chiche, qui est un excellent professeur, on va l'installer devant Zoom et il fera classe à 4000 élèves en même temps. Ce sont les solutions qui sont retenues actuellement de façon expérimentale dans l'université Nancy-Metz. Oui, tout à fait. Ce que vient de dire Jean-Paul Begali concernant les syndicats est fondamental. Nous n'avons pas de syndicalisme enseignant. Nous avons un syndicalisme qui est constitué sur le modèle du syndicalisme ouvrier en général, et on n'a pas de syndicat qui soit capable de défendre la fonction. Or, si on ne défend pas la fonction, on ne défend pas bien le personnel. Il ne faut pas simplement se contenter, par exemple, pour résoudre la crise de recrutement, de pointer la question salariale. Bien sûr que la question salariale est fondamentale. Mais quand on entre dans le détail, vous allez voir, c'est très compliqué, c'est très complexe. Il y a d'une part l'effet du gel du point d'indice. Donc ça concerne toute la fonction publique. Et vous avez des syndicats, effectivement, qui réclament depuis des années et des années le dégel du point d'indice. Mais vous savez ce que ça représente, le dégel du point d'indice, en termes de revalorisation, ça représente des dizaines d'euros, 30 euros par mois. Donc, c'est pas ça. Vous voyez, ça participe du mépris, c'est-à-dire, on n'imagine quand même pas qu'on va devenir prof de maths parce qu'on a augmenté le salaire du prof de maths de 30 euros par mois. Il faut quand même pas se foutre de la gueule des gens. D'autant plus que ce n'est pas, à la base, un métier que l'on fait pour l'argent, effectivement. Alors, entre ne pas le faire pour l'argent et être payé à un niveau qui est indécent,
il y a effectivement un gouffre, donc il faut rattraper cela. Ce qui ne concerne pas toute la fonction publique, ça c'est un point à part, mais qui concerne spécifiquement les métiers de l'éducation. On ne peut pas commencer à presque le SMIC ou à 1 400 € et puis attendre 14 ans, c'est le cas maintenant, pour atteindre 2 000 €. Quoi. C'est pas possible. Je veux dire, personne ne peut admettre cela. Il y a un autre point qui m'intéresse justement sur ce plan-là, je voudrais dire 2 mots là-dessus, c'est la question du logement. Vous savez qu'à une époque, autrefois, jadis, à l'époque où la France marchait un peu, les instituteurs étaient logés. Bon. Certains croient que l'indemnité de résidence qu'ils touchent correspond à une indemnité de logement. Pas du tout. L'indemnité de résidence, c'est quelque chose qui a été créé pour faire face à la cherté, à l'augmentation du coût de la vie à l'issue de la Première Guerre mondiale. Et à l'époque, l'indemnité de résidence pouvait représenter jusqu'à un quart du traitement des fonctionnaires. Et elle a été progressivement intégrée au traitement des fonctionnaires et il reste un chouïa, quelques pourcentages. Mais qu'est-ce qu'on observe dans les chiffres que vous avez cités tout à l'heure sur la question du recrutement, par exemple, dans certaines académies, je pense notamment en région parisienne. Comment voulez-vous que quelqu'un puisse vouloir faire ce métier là où il ne peut même pas se loger et où il est presque condamné finalement à vivre une vie de quasi-SDF en travaillant comme un chien. Et surtout dépendant des grèves des SNCF, etc. Donc, moi, je revendique, alors là, j'ai des solutions très concrètes en tant que syndicaliste et je revendique la création effectivement d'une indemnité de logement. L'achèvement du processus d'intégration de l'indemnité de résidence dans le traitement et une véritable indemnité de logement qui, à mon avis, aura beaucoup plus de REP+, etc. Au contraire, une catastrophe et qui produit ce prétend lutter. Alors, René Chiche, on vous perd un petit peu. Je vais me tourner vers Jean-Paul Briguelli, si vous êtes là, Jean-Paul. Je voulais revenir, donc, puisqu'on arrive quand même à la fin de cette table ronde, on a ensemble dressé ce bilan qui n'est pas très optimiste, l'état des lieux du niveau du baccalauréat, des professeurs, du manque de soutien des syndicats, etc. Je voudrais quand même, pour que les élèves qui aujourd'hui, et puis les parents qui nous écoutent aujourd'hui et qui veulent s'en sortir, en fait, comment on fait aujourd'hui quand on n'a pas la chance de tomber sur un René Chiche comme professeur ou un Jean-Paul Briguelli? Qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir aujourd'hui? Alors, d'abord, on essaie de trouver un établissement à peu près sérieux. Il y en a, évidemment, vous êtes sur Paris. Sur Paris, la quasi-totalité des établissements sont sérieux. Exceptons Paul Valéry et 2 ou 3 lycées comme ça. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que il faudrait d'une façon ou d'une autre que les parents d'abord aient les capacités de juger de ce qui est enseigné à leurs enfants. C'est très rarement le cas, très rarement le cas. À Marseille, où je suis dans les quartiers nord, les parents d'élèves, qui sont presque tous issus de l'immigration, n'ont aucune capacité réelle à juger de ce que l'on enseigne à leurs enfants. D'où le fait qu'ils s'émeuvent parfois pour des choses qu'ils ne comprennent pas. Alors, je voudrais revenir quand même sur ce que disait René Chiche sur la question des salaires, pour que vos auditeurs comprennent bien. Comment voulez-vous qu'un nouvel enseignant payé moins de 1 500 € par mois se loge sur Paris, Créteil, Versailles, sachant que les bailleurs demandent que le salaire soit équivalent à 3 fois le prix du loyer. Dites-moi où, dans le 16e arrondissement où est installé Radio Courtoisie, vous trouvez un logement décent, même 9 mètres carrés, pour moins de 500 € par mois. C'est totalement infaisable. Les gens qui travaillent sur Paris résident à 50 km de là, squattent des lignes de banlieue infaisables pendant des heures et des heures le matin et le soir. C'est devenu un métier de chien. Un métier de chien que l'on fait miraculeusement à Bac+6. Alors s'il y a une solution, ce serait à Bac+1, au niveau des facs,
d'opérer une sélection, de proposer même une bourse très sérieusement pour ceux qui s'engageraient à faire ce métier en échange d'une obligation décennale, au moins, de le servir, et de les former véritablement en leur donnant des savoirs disciplinaires. Il faut bien comprendre une chose, les concours d'instituteurs, enfin de professeurs des écoles, comme on dit, sont actuellement trustés par des gens qui ont fait psycho ou sociaux, c'est-à-dire les deux secteurs de ramasse-savate les plus célèbres de toute l'université française. Ça, c'est un point absolument fondamental. J'aimerais insister là-dessus. On ne peut pas enseigner correctement ce qu'on ne maîtrise pas de façon profonde. Contrairement à ce que l'on croit, ce n'est pas le niveau de ce qu'on enseigne qu'on doit maîtriser, mais c'est 10 ou 20 fois plus pour être justement capable de le simplifier, de l'adapter, de le mettre à la portée et simplement d'en user. Or, vis-à-vis de cette crise de recrutement, le ministère est dans le déni et dit on va recruter, etc. Et j'ai entendu le concepteur de la réforme du baccalauréat, M. Mathiot, expliquer tout tranquillement qu'il n'était pas nécessaire pour ce qu'on a besoin d'enseigner au collège, d'avoir le niveau du CAPES. Mais c'est monstrueux de dire ça, c'est la destruction même de l'enseignement, tout en tranquillité, c'est-à-dire qu'on a assumé, on a intégré que l'enseignant était simplement un surveillant de classe, un gentil organisateur, un animateur, un équipier, et pas du tout un spécialiste. Un spécialiste des mathématiques, effectivement, mais même quand il est instituteur, est capable d'allumer le feu, parce que l'intelligence est un feu qu'il faut allumer. Et on ne pourra pas le faire avec des logiciels, on ne pourra pas le faire on ne peut pas le faire avec des manuels. Si on le pouvait, ça aurait déjà été fait depuis longtemps. Et en fait, ce qu'il faut quand même reconnaître, c'est que l'école, c'est le fruit d'une très très longue tradition, d'une très longue construction, et on a réussi à tout détruire en très peu de temps. Alors René Chiche, je voudrais juste avoir un mot un petit peu, constructif pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent « Ouh là là, mais comment je vais faire pour mes enfants ? Comment je vais faire moi-même, élève, etc. » Quelles sont les solutions aujourd'hui pour s'en sortir ? René Chiche, j'avais posé cette question à Jean-Paul Briquelier, ce sera ma dernière question. Déjà, vous leur mettez pas un téléphone portable dans les mains, vous leur mettez des livres. À partir du moment où les élèves, où l'intelligence est en contact avec ce qui la nourrit, elle est sauvée. Elle reconnaît son chemin et elle se débrouillera toujours. Effectivement, vos auditeurs en tant que parents ont un rôle à jouer à cet égard. Le respect du professeur, c'est d'abord le respect du savoir. C'est pas le respect de la personne du professeur, c'est le respect de sa fonction. Donc, mettez-leur des livres, amenez-les au cinéma, voir des choses intéressantes, discuter de choses intéressantes et vous aurez déjà presque résolu la moitié du problème. D'accord, eh bien écoutez, au moins, voilà, on finit sur cette touche, on va dire un petit peu plus constructive aujourd'hui, sur un état des lieux assez négatif du baccalauréat et puis plus généralement de l'éducation nationale, du niveau de nos professeurs, du travail fait par le syndicat ou par les syndicats ou par les pédagogues. Et on met de côté évidemment le syndicat Action et Démocratie dont René Chiche est vice-président. Merci beaucoup à vous deux, René Chiche, donc vice-président de ce syndicat Action et Démocratie, professeur agrégé de philosophie, membre du Conseil supérieur de l'éducation, et vous, Jean-Paul Briquelier, normalien, agrégé de lettres et auteur de ce livre, La fabrique du crétin vers l'apocalypse scolaire, aux éditions L'Archipel. Merci à vous deux et on continuera de vous donner la parole pour parler de ce niveau de l'éducation nationale et surtout de ce qu'on doit faire. Merci à vous deux. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.